Un dictateur, ça doit montrer sa force. Alors, dans toutes les situations, Mussolini se présente en grand sportif, faisant croire qu'il excelle en tout, s'exhibant dans l'effort torse nu, dévalant les pistes, avalant des kilomètres à vélo, célébrant les grands champions qui doivent bien sûr leurs exploits au génie fasciste. Le Duce prétend aimer le sport, mais il n'aime pas le football. Il n'y comprend pas grand-chose. Tout ce qu'il en retient, ce sont ces foules qui vocifèrent d'autres noms que le sien. Il se méfiait du football parce que c'est un sport anglais, c'est un sport professionnel et surtout c'est un sport qui est déjà assez populaire pour entretenir toutes les divisions dans la société italienne, donc toutes les rivalités de clubs. Ce n'est finalement qu'à la veille de la compétition qu'il se rend compte que sa présence dans le stade, devant des centaines de journalistes étrangers, une présence évidemment qui va s'accompagner du dialogue rituel avec la foule qu'il affectionne particulièrement, va pouvoir être d'une propagande utile et efficace. Mussolini va donc se résoudre à mobiliser l'appareil d'État pour l'organisation de cette deuxième Coupe du Monde. Le président de la fédération italienne, un général fasciste, prévient « Je ne sais pas encore comment, mais l'Italie doit gagner ce championnat. C'est un ordre. Un ordre bien reçu, puisque la fédération grecque de football se voit offrir 400 000 $ en échange du forfait de son équipe qui doit affronter l'Italie. Autre preuve de la corruption en cours, avant la finale contre la Tchécoslovaquie, l'arbitre dîne avec Mussolini. Il saura se montrer reconnaissant à son hôte. Et cela lui vaudra tout de même d'être radié à vie. Le résultat de la finale ne sera pas remis en cause. L'Italie a gagné sa première Coupe du Monde.